Retour sur le plateau de Caen, dans l'ancienne cité ouvrière de la SMN, la Société métallurgique de Normandie. Nous sommes ici devant un lieu emblématique de cette cité, la Renaissance, une salle de spectacle construite juste avant la guerre par l'entreprise sidérurgique. Il s'agissait à l'origine d'un cinéma conçu pour divertir les travailleurs. Parmi eux, 1 sur 2 étaient étrangers. Qu'ont-ils apporté à l'histoire de ce lieu? Pour en parler, je vais retrouver Marie et notre grand témoin, historien, lui-même arrière-petit-fils d'un ouvrier des Hauts-Fourneaux. Cet historien, c'est vous, Marc Potier, bonjour. Est-ce qu'on peut dire que la SMN, c'est quelque chose que vous avez dans le sang? Oui, puisque depuis plusieurs générations, mes arrière-grands-parents, grands-parents, mon frère ont travaillé à la SMN. Et qu'est-ce que cette entreprise, elle représente dans l'histoire de l'agglomération caennaise? Elle représente énormément de choses parce que c'était le fleuron industriel de l'agglomération caennaise. C'était cette usine à feu qui a marqué depuis le début du XXe siècle jusqu'en 1993 l'ensemble de ce territoire. C'était ces ciels rougeoyants, c'était ces milliers d'ouvriers qui tous les jours avec les postes sortaient et rentraient dans cette usine pour fabriquer de l'acier. Donc il y a véritablement une culture, il y a véritablement une mémoire, il y a une identité régionale qui est très marquée par la SMN, par la production de l'acier, mais aussi, je dirais, l'ensemble du bassin ferrifère qui était associé à cette entreprise. L'histoire de la SMN, c'est donc la vôtre, c'est aussi celle de générations de travailleurs français et immigrés à un petit monde à part, très cosmopolite. Ce sont aussi des histoires de famille, des histoires de vie qui ont commencé ici, sur le plateau de Mondeville-Colombelles. S'il existait un grand concours des gardiens de mémoire, à coup sûr, François Lopez y gagnerait un trophée. Un de plus, dans sa cave déjà bien remplie. Elle contient toute l'histoire de la SMN. Des bulletins, des journaux et près de 12 000 photos. Les archives d'un monument industriel et d'une aventure humaine. Celle de ses parents venus d'Espagne et de tous les autres. Alors ça, c'est toute la famille Pastorini, avec les patriarches. La maman et le papa. Et là, derrière, on aperçoit les bâtiments-bars de la rue du Bois. Alors, je tiens à vous signaler que je suis né dans ces bâtiments-bars. J'ai vécu 32 ans. La spécificité de cette rue du Bois, c'est qu'il y avait beaucoup d'étrangers, notamment les gens des pays de l'Est, les Italiens, les Espagnols. Tout ça vivait très bien ensemble. Ça, c'est la communauté polonaise à Potigny. Ça, c'est la communauté ukrainienne, en habit ukrainien. Et voici là la communauté espagnole. Vous voyez les belles espagnoles, là. Marie-Josée, Dolores. Alors là, c'est mon père, ma mère, mon frère aîné qui aurait 90-12 ans et ma sœur qui arrivait après. Chez moi, on était une famille de 5 garçons et une fille. C'est une photo du début des années 30. Thomas Lopez avait émigré bien avant la guerre d'Espagne. D'abord employé dans les mines de Decazeville, dans l'Aveyron, puis tout là-haut à Mondeville, où la main-d'œuvre manquait aussi. C'est mon mariage. François le Français a bien sûr épousé une fille du pays, et l'Espagne est loin pour lui. Ça, c'est ma maison. J'ai 75 ans aujourd'hui, j'ai jamais quitté le plateau. Je me considère comme du terroir, entre guillemets. Les images, il les a toutes, ou presque. Mais la collecte tu me l'as donné, celle-là. Reste ouverte. Tu me l'as donné. Ça, c'est la famille italienne, les Salvatore. Donc ça, c'est l'arrière-grand-père. Ah oui. Anita, Benicio, Dicia, Victor et Léa. Il pourra compléter avec les Procope, immigrants de Moravie, province de l'ancienne Tchécoslovaquie. C'est František Procope. Parce que maintenant, on prend, on mettait dedans. Et aussi avec les souvenirs de famille d'Angela Pomarico, l'italienne, arrivée quelque temps après son mari Giovanni, dans les années 50. Moi, quand j'y arrivais en France, aussitôt, on m'a dit « Tu sais pas parler français ?» C'est vrai, je ne savais pas parler. J'arrivais
Alors, elle a dit, cette route-là, tous des Italiens. Alors, tous les matins, j'allais rencontrer les Italiens. Longtemps, on les traita de macaroni, mais l'heureux contexte social de plein emploi, les vertus du sport et de la culture en ont fait d'excellents Français, intégrés à une époque où le vivre ensemble était plus une réalité qu'une incantation. Quand vous regardez sur le plateau le nombre de couples mixtes qui se sont mariés, que ce soit des Polonais, Français, Italiens, Espagnols, moi j'en connaissais partout au plateau. On croirait presque que ces temps étaient bénis et que l'immigration fut toujours une belle aventure. La personne qui va décider de quitter son pays, elle ne va pas le faire de gaieté de cœur, je ne crois pas. Moi, mon grand-père qui part en 1924, j'imagine qu'il ne part pas la fleur entre les dents en disant « ouais, ça va être extraordinaire, je vais un peu aller vers un Eldorado ». S'il avait eu le choix, je pense qu'il serait resté dans son pays natal, dans sa famille. Donc c'est un arrachement à chaque fois. Tessy-sur-Vire fut pourtant bel et bien un Eldorado pour les Anello. Ses pieds montés solidement implantés dans le bocage de la Manche. Une saga familiale qui aura bientôt un siècle, dont l'ancêtre ne s'appelle ni Bruno, ni Dario, ici présent, mais Alfredo. Ah oui, d'accord. Je pensais que c'était cette photo-là. Alfredo Zanello, maçon cimentier de Piancheri, village pauvre de l'Italie du Nord, arrivé par ici dans les années 20 pour fuir les chemises noires, les milices de Mussolini. Olga, sa fiancée, le rejoindra bientôt, et c'est à Tessy qu'ils auront leurs 2 garçons, Dario et Emo. Et c'est à Tessy qu'Alfredo fera grandir sa petite affaire à la force du poignet. Ah oui, 1931, oui, oui. Donc, on revoit encore le chantier du père Zanello, de Nono, du grand-père, voilà, où il exposait ses... Oui, on était dans... sa préfabrication du moment, les aules, les poteaux. Voilà. Dans le bâtiment, les Italiens ont un savoir-faire qui va compter en Normandie. Lorsqu'il y a eu la reconstruction de Tessy, mon père a dit c'est nous qui allons reconstruire Tessy. Et puis il voulait. Alors moi, évidemment, je ne demandais que ça. Et donc on s'est lancé dans des appels d'offres, etc., qui étaient presque démesurés par rapport à nos moyens, mais ça a marché et ça a toujours marché. Il y avait une admiration pour mes parents qui était vraiment extraordinaire. Et donc je crois que c'est une force. C'est vrai qu'à l'école, je voulais toujours être le premier. C'est difficile à expliquer ça, mais je me disais, il faut que je récompense mes parents, il faut que je prouve que, etc., etc. Moi, j'ai toujours été admiratif. C'est formidable le courage qu'il faut avoir. C'est pour ça que quand on parle des migrants et tout ça, bon, c'est pas le même cas, c'est pas la même chose du tout, mais il y a quand même le fait de partir, d'aller dans un pays où vous ne savez pas trop ce qui va se passer, etc. Vous voyez bien, c'est... Voilà. L'épopée familiale, l'aventure du père fondateur, Emo et Dario, ont tenu à l'écrire l'un et l'autre. Eux, les fils d'immigrés, Le piémontais, tout ça, on l'a toujours. qui n'ont rien oublié. Marc Potier, on vient de voir l'épopée de ces immigrés italiens, européens. Pourquoi est-ce que l'on fait appel à eux ? Parce que sans eux, il est impossible de faire fonctionner une entreprise de cette nature. Pour l'industrialisation, pour le monde du bâtiment, pour des métiers extrêmement durs, la Normandie, mais aussi globalement la France, a besoin de main-d'œuvre étrangère, de main-d'œuvre immigrée. Industrialisation égale immigration, et cela depuis le milieu du 19e siècle. Mais les Français ne veulent pas faire ces métiers de la sidérurgie ? Parce que ce ne sont pas des métiers qui font partie de cet ascenseur social républicain de la Troisième République, de cette école qui va vous former à devenir instituteur, à devenir fonctionnaire. Donc, il faut trouver ces indispensables bras. C'est cette main-d'œuvre qui va faire de la SMN un fleuron industriel ?
Un fleuron industriel, c'est à peu près 30 à 35% de la main-d'œuvre totale de l'entreprise. On estime que ce sont à peu près 50 000 personnes qui ont travaillé dans cette usine de 1917 à 1993. Un gros tiers, ce sont des étrangers. Dans les mines de fer, à Potigny, la petite Varsovie, comme on l'appelait, ce sont à peu près 80% des mineurs qui sont d'origine étrangère et notamment polonaise. Comment est-ce qu'ils ont été accueillis ? Alors, je dirais, aujourd'hui, on réécrit parfois un petit peu l'histoire parce qu'on a l'impression que l'intégration, l'accueil a été aisé, a été facile. C'était plus compliqué que cela. Le sale polac, le macaroni, celui qui vient manger le pain des Français, a été aussi une réalité dans... Du coup, ils vivent entre eux, entre communautés ? Oui, on crée volontairement, parfois, mais aussi parce que ils ont besoin d'avoir une sorte d'entre-soi, de communautarisme, de recréer des sociabilités. Donc on a en effet des groupes, aussi bien donc dans les mines de fer que ici, où les communautés vont être ensemble. Et l'intégration, le mélange, il se fait un peu dans la cité, en fait, qui est construite sur le modèle du paternalisme social. Et est-ce qu'il y a des points de rendez-vous comme ce cinéma, ce théâtre ? Des points de rendez-vous, des points qui permettent finalement de faciliter l'assimilation ou l'intégration, principalement le travail. Parce que quand il y a le plein emploi, il faut faire fonctionner l'entreprise, la mine, le bâtiment ou l'agriculture. Donc voilà, ces bras, on en a besoin, donc on les accepte plus facilement. Il y a aussi ce qu'on appelle les mariages mixtes, le fait finalement de rencontrer sa belle ou son beau. Et puis, finalement, ici, dans la cité ? Bien sûr. Et puis, il y a y compris des pratiques culturelles, que ce soit à travers ici à la Renaissance, le cinéma, le théâtre, à travers le sport, finalement tout un ensemble de vecteurs, l'école aussi, qui va contribuer progressivement à dépasser les limites de son groupe d'appartenance ou d'origine, et puis au bout de quelques années, on parle français, on comprend les codes et les comportements culturels de la société d'accueil, et progressivement, génération après génération, on devient complètement... je dirais, de cette culture de la SMN, on devient complètement normand ou français. C'est drôle, la culture de la SMN. Hein. Justement, aujourd'hui, vous êtes maire de Colombelles. Qu'est-ce qu'il reste de cette tradition d'accueil à travers la SMN ? Je crois qu'il reste cette histoire que l'on a été capable, à un moment donné, d'accueillir, de recevoir, de créer de la richesse aussi grâce aux autres, grâce à l'autre. Et aujourd'hui, quand une ville comme Colombelles se réécrit dans sa configuration urbaine, se développe, il ne faut pas oublier ce passé. Il faut aussi faire en sorte que l'on soit capable, à l'échelle de notre territoire, de pouvoir, y compris, je dirais, participer à cette indispensable question de l'accueil des autres, de ne pas laisser sur le bord de la route, finalement. Cette tradition d'accueil, elle existe encore ou c'est plus compliqué aujourd'hui ? C'est plus difficile aujourd'hui, bien évidemment, parce qu'en période de crise économique, en période de précarité, en période de chômage, mais c'est la même façon qu'en 1930, après la crise de 1929, il y a un vrai débat dans la société française, et y compris ici, à Colombelles, on a des polémiques, on a y compris des étrangers qui vont rentrer chez eux. Parce qu'il n'y a plus cette possibilité par le travail d'accueillir. Aujourd'hui, face à ces nouvelles vagues migratoires, qu'elles soient syriennes, qu'elles soient liées à des problématiques du Proche-Orient ou de la région subsahélienne, il faut aussi réfléchir à comment faire, comment accompagner. Il est impossible de construire un nouveau mur de Berlin. On ne fermera pas les frontières. C'est une réalité géopolitique. Mais en même temps, comment éviter les déséquilibres et comment, je dirais, avoir cet indispensable partage. Réfléchissons, l'Allemagne aujourd'hui, en 2015, a accueilli 1 150 000 personnes. Que devons-nous faire ? Voilà une vraie question. Merci à vous, Marc Potier. Avec ce cas concret de la SMN, on voit donc qu'immigration peut rimer avec intégration. Une autre illustration, c'est ici l'église orthodoxe Saint-Serge, construite dans les années 20 par l'entreprise sidérurgique autour du camp russe. Elle accueille encore chaque week-end la communauté de rite